Salam alaikum, akhi, comment vas-tu? Alaykoum salam, wa barakatuh, ça va, alhamdulillah. Et toi? Alhamdulillah, la voix un peu cassée. Allez, chef et akhi. Amin, amin, ouais, En ce moment, c'est comme ça, mais bon, Inch'Allah, faut faire avec. c'est la saison. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, je suis content de te recevoir, excuse-moi, je suis content de te recevoir sur la chaîne et de la valeur que tu vas apporter, tout ça, répondre à beaucoup de questions que la population musulmane se pose en France. Et je pense que ça va aider à éclairer pas mal de choses dans le combat et la démocratisation de tout ce qui va être des crypto-monnaies, etc. Et de la finance islamique un petit peu en grosso modo. Donc, si tu peux te présenter, bismillah, je t'en prie. Très bien, donc je m'appelle Bouker Ajdir et je travaille dans le monde de la finance islamique depuis, on va dire, 2004, 2005 à peu près. Ouais. En fait, à la base, j'étais plutôt parti dans une carrière en tant qu'informaticien et je me suis retrouvé en tant que consultant en informatique, mais dans le secteur bancaire. Après avoir fait quelques années dans le secteur industriel, à Ouais. l'époque, les sociétés de services, on est fin des années 90, début des années 2000. Il y avait beaucoup de boulot dans le monde informatique. Et donc, voilà, avec un diplôme bac plus 3, bac plus 4, même moins, des fois, on avait tout de suite des postes intéressants et même des salaires et des rémunérations intéressantes. Et donc, j'ai plutôt commencé moi, ma carrière dans l'IT, comme on dit. Mhm. Je me suis retrouvé dans le monde bancaire en tant que consultant informatique, dans lequel j'ai travaillé pendant presque 8 ans à peu près. Ah, ok. Une grande banque d'investissement française. Et je faisais donc du support informatique pour la salle de marché. D'accord. En 2004, 2005, enfin parallèlement entre 2000 et 2003, 2006 à peu près, je faisais également des études en sciences islamiques Mhm. au centre qui s'appelle maintenant Usul ad-Din et qui à l'époque s'appelait le Centre d'études et de recherche en sciences islamiques, le CERSI. Mhm. En troisième année de ce cursus, il y avait un gros chapitre qui était la finance islamique et les transactions islamiques, transactions financières islamiques. Et c'est Mhm. là que voilà, j'ai commencé vraiment à mettre le nez dans ce sujet de la finance islamique. Alors, dans un premier temps, on a commencé à réfléchir de façon un petit peu plus concrète à comment on pouvait faire émerger des solutions financières alternatives à l'offre de banque classique. Et puis avec un groupe d'individus, des frères, des sœurs qui venaient de différents horizons, juridiques, financiers, informatiques, etc. On a créé une association qui s'appelait l'EDIM, Mhm. pour l'innovation, l'association d'innovation pour le développement économique et immobilier. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à s'intéresser en profondeur à comment faire pour développer des solutions alternatives au riba en France. Alors, il y avait plusieurs sujets qui étaient mis sur la table. Comment acheter sa maison, c'était vraiment, on va dire, De base, ouais. le sujet préoccupant. Il l'est toujours d'ailleurs. Et puis, progressivement, il y a des gens qui sont venus autour de la table qui disaient, moi, je n'ai pas forcément envie d'acheter une maison, mais j'ai un peu d'argent, comment je peux faire pour l'investir? Et voilà, et puis après, on a commencé voilà, à réfléchir autour de trois axes, l'accession à la propriété, l'épargne et l'investissement. Et donc là, au départ, c'était vraiment dans un cadre associatif. On a commencé à organiser les premières conférences en France sur la finance islamique, on va dire les premières conférences publiques, grand public. À l'époque, on remplissait des amphis de 400, 500 personnes. Ouais, on a été aussi sollicité par plein d'associations à travers la France pour venir justement parler du sujet, que ce soit dans des salles de conférence ou dans les mosquées. On faisait pas mal d'interventions. Et puis en même temps, nous, on s'enrichissait intellectuellement. Et puis à un moment donné, on s'est dit, c'est tellement compliqué et c'est tellement vaste comme sujet qu'on peut pas le traiter que le soir, après 18 heures ou le week-end, après nos journées de travail. Donc du coup, certains ont commencé à réfléchir comment faire pour en faire une activité professionnelle. Et c'est là que moi, à l'époque, je voyageais aussi un petit peu et on avait rendu visite à ceux qui nous ont précédés, notamment au Royaume-Uni, sur le sujet. On avait fait pas mal de visites là-bas auprès de la communauté musulmane anglaise, à la fois le tissu associatif, mais également les professionnels, parce que la finance islamique au Royaume-Uni, elle est 20 ou 25 ans d'avance par rapport à la France. Ah ouais, tu dis plus que moi, ouais. Ouais. Tu dis plus ans, t'en as dit 25 ans, machallah. Enfin, Et c'est là que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans un cabinet qui s'appelle IFAS, IFAAS.
Islamic Finance Advisory and Assurance Services, qui est un cabinet de conseil pluridisciplinaire qui s'adresse aux institutions financières en premier lieu. Donc, les clients de ce cabinet, c'est d'abord les banques, les sociétés d'assurance, les asset managers. Et puis, aujourd'hui, le cabinet sert beaucoup aussi les autorités, les banques centrales, les ministères. Et donc, en 2008, on a décidé avec ce cabinet d'ouvrir l'antenne française. Et j'ai rejoint donc ce cabinet en 2008. J'ai arrêté mon boulot d'informaticien dans le secteur bancaire pour rejoindre le cabinet dans son activité française, francophone. Et donc, depuis 2008, je travaille au sein du cabinet IFAS et j'ai la charge et la responsabilité de tous les projets dans les pays francophones. Et donc, alhamdoulilah, grâce à Dieu, on a mené beaucoup de projets dans les pays francophones. Donc, du coup, il n'y a pas que la France, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, le Luxembourg, le Canada, enfin bref, vraiment toute l'activité francophone. Et donc, depuis 2008, j'ai eu le plaisir de travailler dans des missions extrêmement intéressantes, de mise en place de réglementations dédiées à la finance islamique, de lancement de produits, de lancement d'institutions, d'accompagnement de grandes entreprises pour structurer la manière dont elles se financent en utilisant des outils comme ce qu'on appelle les soukouks et d'autres produits équivalents. Et voilà, alhamdoulilah, donc là, on est toujours dans ce cabinet à travailler. Et là, en ce moment même, on est en train de travailler avec un pays, avec le ministère des Finances d'un pays du Maghreb, pour justement l'aider à lever des fonds de façon islamique. Et donc, voilà, donc, il y a toute la partie réglementaire qui est terminée. Et là, on passe à la mise en œuvre sur le marché. Alhamdoulilah, il y a c'est intéressant, c'est vrai que ça avance depuis quelques temps. Voilà, donc pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet hautement intéressant également, mais qui touche à la partie technologique. Donc, dans notre cabinet, comme je viens du monde IT, c'est moi qui me préoccupe et qui m'interroge sur ces sujets de technologie et comment la technologie elle évolue et comment elle peut également accompagner l'évolution de la finance islamique. Et donc, voilà, on a pas mal de projets aussi fintech. On a lancé des solutions fintech pour faciliter un peu la vie des banques islamiques. On travaille également sur des projets de technologie pour le monde de l'assurance islamique, qu'on appelle le Takaful. Et voilà, puis on réfléchit à tout ce qui tourne autour des cryptos et de la finance décentralisée d'une façon générale. Et donc, voilà, moi j'ai également suivi en 2019 une formation sur la blockchain, ce qu'on appelait à l'époque consultant en blockchain, chef de projet blockchain. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre la philosophie et la technologie. Et puis après, j'ai poursuivi également une formation sur la finance décentralisée, qui a un nom un peu trompeur parce qu'elle n'est pas si décentralisée que ça finalement. Mais voilà, moi, ça m'intéresse juste pour voir un peu les technos, qu'est-ce qu'elles permettent de faire, qu'est-ce qu'elles revendiquent. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'elles revendiquent et finalement, qu'est-ce qu'elles offrent. Parce qu'on voit qu'il y a un gros décalage finalement entre ce qu'elles revendiquent et ce que finalement elles proposent. Donc, il y a les cryptos, la cryptomania, il y a toute une philosophie en fait au départ, de justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, les banques centrales, comment un petit peu contourner ou comment vivre sans ce monde, sans ces acteurs qui savent tout sur nous. Mais finalement, il y a des individus qui partaient d'une bonne intention, celle d'offrir plus de liberté, entre guillemets, mais au final, on reproduit les schémas qui existent aujourd'hui à l'échelle globale, de les reproduire à l'échelle plus individuelle, mais avec comment dirais-je, des phénomènes de groupe, d'individus qui finalement ne font que répliquer ce que font les autres. Et donc, il y a un décalage entre la revendication de départ et l'offre finale, même s'il y a des acteurs. Plus de liberté, ouais. Mais c'est ce qu'on voit quand on fait l'analogie avec un exchange et une banque finale. Quand tu regardes bien, tu as un peu plus de liberté, mais bon, c'est un peu pareil dans le principe. Donc, voilà, c'est pas. C'est ça. Et puis, donc, avec le Bitcoin qui est venu un petit peu bousculer le monde de la finance, c'est vrai. Mais au final, tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies, il y a un peu de déception, je dirais. Déception, mais
ça reste un secteur jeune, donc avec encore plein de promesses. Et enfin, voilà, tout est encore peut-être à construire, hein. Il y a toujours peut-être la première décennie dans laquelle il y a eu un peu de tout, intéressante, des choses moins intéressantes. Et en même temps, tout le monde s'y est intéressé, c'est-à-dire du petit boulanger du coin de la rue au président des États, en fait. Tout le monde s'est posé les mêmes questions. Et tout le monde a regardé le sujet sous un angle différent. Et donc aujourd'hui, ce marché il est en train de se structurer, de s'organiser dans un monde où voilà, il y a peut-être un peu une tentation de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour, voilà, pour révolutionner un peu les manières et les pratiques. La Belgique, elle est vraiment là. Ce n'est pas d'une évolution. Moi, je mets toujours un R devant l'évolution parce que c'est vraiment une révolution technologique, la blockchain, c'est vraiment ça. Tout comme Internet l'a été à la fin des années 90. L'Internet, c'était la révolution de l'échange de l'information. La blockchain, aujourd'hui, c'est la révolution pour échanger de la valeur. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais vraiment deux révolutions assez remarquables sur le monde qui nous domine. Mais du coup, ça va amener ma question sur la blockchain. Justement, que peut et que pourrait apporter la blockchain à notre société, en fait? La blockchain, en fait, à la base, la blockchain, c'est ce qui permettait de faire de l'échange de valeur, c'est-à-dire je peux t'envoyer, je peux faire une transaction avec toi, t'envoyer de l'argent, t'envoyer un bien, peu importe lequel, à partir du moment où je peux le digitaliser, et je peux organiser cette transaction sans avoir besoin d'un tiers de confiance. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple le plus simple à comprendre, aujourd'hui, si je te fais un virement bancaire, de mon compte à ton compte, toi tu reçois l'argent, il n'y a pas de problème, même si c'est du virement instantané, c'est rapide, mais en réalité, il y a un intermédiaire qui est la banque, Tout à fait. Et la tienne, donc qui est le tiers de confiance, qui vérifie qui je suis, qui es-tu, et qui est donc, sans cette vérification, je ne peux pas te faire, moi, ce virement. Bien, la blockchain, aujourd'hui, elle permet de faire la même chose sans avoir besoin de la banque au milieu. Donc, elle permet de transférer de la valeur et donc vraiment de vérifier que l'argent que j'ai, je te l'ai transféré réellement et toi, tu l'as vraiment reçu, tu en es devenu vraiment propriétaire et moi, je n'ai plus cet argent-là. Donc, la blockchain, elle permet de faire vraiment des choses comme, par exemple, éviter la double dépense. C'est-à-dire, à partir du moment où je t'ai transféré cette valeur, moi, je ne l'ai vraiment plus. Cette valeur-là, cette monnaie, par exemple, cet argent, je ne l'ai plus. Et donc, je ne peux pas le dépenser, le redépenser. Comme aujourd'hui, les banques, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles font des écritures sur ton compte et sur le mien, mais en réalité, moi, cet argent, même si je ne l'ai plus, je peux encore le dépenser parce que la banque peut me réécrire quelque chose d'autre. Bien sûr, ouais, c'est ça. Alors qu'elle peut me écrire une dette. Alors que là, dans la blockchain, notamment avec les crypto-monnaies et l'exemple du Bitcoin, c'est je t'ai transféré du Bitcoin. Et ce Bitcoin-là, ce BTC, je ne l'ai vraiment plus. C'est toi qui l'as maintenant. Donc, moi, je ne peux pas le redépenser et personne d'autre ne peut le redépenser. Et donc, la blockchain, elle vient apporter une première chose, c'est-à-dire de faire un transfert de valeur réel sans avoir besoin de tiers de confiance. Et en plus, elle permet de sécuriser cet échange-là à travers la technologie cryptographique. Et donc, avec la certitude que c'est vraiment moi qui t'ai envoyé l'argent, c'est vraiment toi qui as reçu l'argent, et que le Bitcoin ou la valeur que je t'ai transférée, c'est vraiment cette valeur-là, parce qu'elle est enregistrée sur la blockchain, sur ce réseau, qui est donc un réseau très large, dans lequel il y a plusieurs intervenants, qui peut être toi, qui peut être moi, qui peut être n'importe qui d'autre, à partir du moment où on a un ordinateur qui offre une certaine puissance de calcul. Donc, il est capable de recevoir la transaction, de la sécuriser et de la partager. Le registre, c'est donc le fait qu'il y ait plusieurs ordinateurs à travers le monde sur lesquels circule cette information, ça crée un registre sur lequel cette information elle est diffusée et en plus elle est sécurisée.
Et d'un nœud à l'autre, elle ne peut pas changer, elle ne peut pas être modifiée. Donc, même si l'ordinateur il plante, il y en a un autre qui peut prendre le relais et plusieurs autres. Exactement. On peut dire, pour faire simple, on peut dire ça comme ça. Donc, il y en a un autre qui va pouvoir vérifier que cette transaction, elle est authentique et que c'est bien personne A qui a envoyé telle marchandise, entre guillemets, telle valeur à personne B. Et tout ça, c'est cryptographié donc, sur la blockchain. Donc, elle apporte cette sécurité informatique. Donc, la blockchain, elle permet donc la décentralisation et la sécurité informatique pour permettre comment dirais-je, à de la valeur de circuler, à des échanges de se faire. Alors, par contre, si moi je triche à l'entrée, si je mets une fausse information, eh bien, cette fausse information, elle va être enregistrée dans la blockchain ici. Donc, en fait, à l'intérieur de la blockchain, on ne peut plus rien falsifier, mais à l'extérieur, c'est-à-dire à l'entrée, là, s'il y en a qui ment, s'il y en a qui trichent, ensuite, ce mensonge, cette falsification, elle va circuler telle qu'elle dans le réseau. Donc, c'est là où il ne faut pas croire non plus que la blockchain, elle est une garantie dans l'authenticité de l'information. La blockchain, elle apporte de la sécurité, mais elle ne garantit pas que l'information qui circule, elle est dès le départ authentique. Donc là aussi, il faut être vigilant par rapport à ça. C'est que si moi, j'entre une transaction frauduleuse dans la blockchain, ça restera une transaction frauduleuse. Ah oui, tout à fait. Donc, pareil ce que tu veux. Oui, ok. Voilà. Sauf qu'elle va rester telle qu'elle. De la même manière que si je me trompe, dans une transaction, l'erreur va rester dans la blockchain. Elle va rester dans le registre. Donc, si je veux corriger, je dois faire une nouvelle transaction qui va donc rester de nouveau dans la blockchain. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant dans la blockchain. C'est pas plus mal des fois. Pardon? C'est pas plus mal des fois, parce que si quelqu'un veut modifier une information, c'est vrai que ce qui est fait aujourd'hui dans une transaction bancaire, on ne sait pas, des petites magouilles comme ça, c'est que là, c'est écrit, quoi. Exactement, exactement. Donc, quand c'est écrit, c'est écrit. Donc, si je devais, pour faire un résumé simple, si je devais te donner une définition technique de la blockchain, pour ton audience, je dirais qu'il faut retenir que c'est un registre d'enregistrement. Un registre d'enregistrement qui est donc décentralisé. Et c'est un registre donc d'échange transactionnel de données de pair à pair. Pair à pair, c'est-à-dire PAIR, APAIR. Dans sa définition purement littéraire, on dirait que c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Et donc, elle est supposée, en tout cas, la blockchain, apporter de la sécurité, de la transparence, de la décentralisation. Alors, par contre, quand on dit transparence, l'information, lorsqu'elle circule, donc c'est un code qui est très long, donc qui est composé de chiffres et de lettres, mais l'identité n'est pas forcément divulguée. Aujourd'hui, on a par exemple, tu vas sur un blockchain explorer, tu peux retrouver une transaction à travers son numéro, sa clé, mais on ne peut pas savoir forcément que c'est de moi. Il n'y a que toi et moi qui savons qu'on a fait un échange. C'est pour ça qu'il y avait un peu aussi beaucoup de, comment dirais-je, au départ, on disait que la blockchain, c'était une espèce de boîte noire dans laquelle on pouvait faire beaucoup de choses, du trafic, etc. C'est vrai, hein, il y a beaucoup de choses. Parce que c'était anonyme. Et justement, les autorités se sont intéressées à tout ce qui se passe dans la blockchain pour regarder un petit peu dans l'intérêt pour la sécurité des gens, pour protéger les consommateurs notamment, de vérifier que les choses se font dans les règles de l'art. Et donc, on passe tout doucement vers des modèles moins décentralisés parce que plus il y a de contrôle, plus il y a de vérification, forcément, moins il y a de décentralisation. Donc, plus il y a de centralisation parce qu'on a besoin de quelqu'un pour vérifier. On dit qu'il y a des échanges. Alors, il y avait beaucoup d'échanges anonymes, il en existe toujours. Maintenant, on dit que les échanges sont plutôt pseudonymes. Voilà. Avec tout ce qui est KYC, tout ça, maintenant, c'est lié. Maintenant, on peut savoir à quelle identité c'est lié, une adresse de portefeuille, etc. Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Ça répond à la question. Il y a une question très intéressante. Je pense que c'est celle que tout le monde attend toujours. C'est est-ce que la technologie blockchain ainsi que les crypto-monnaies, donc c'est halal ou c'est haram? On a entendu dernièrement un truc d'Arabie Saoudite qui est sorti, mais qui date de 2017. Comme quoi, ils ont validé que c'est halal.
Donc, est-ce que toi, ton point de vue, selon ce que tu sais, et selon ton entourage, ta fréquentation, hein, tu es dans le milieu, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Alors, dans ta question, il y a deux éléments. Est-ce que la technologie blockchain et les crypto-monnaies, Ouais. deux choses différentes. Sachant qu'il y a une dimension technologique, d'abord. La technologie, c'est avant tout un outil. Tout à fait. En fait, c'est comme si aujourd'hui, tu me disais, est-ce que Internet, c'est halal? Tout à fait. Et est-ce que les sites Internet sont halal? Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est donc deux choses différentes, tu vois. Un site Internet, il circule sur les protocoles Internet, la technologie d'Internet. Okay, c'est la même chose. La crypto-monnaie, elle circule et elle existe sur la technologie blockchain. Tout à fait. Donc, il faut bien séparer la question. Donc, la technologie en tant que telle reste un outil. Maintenant, cet outil, qu'est-ce qu'on en fait? Pour savoir, pour répondre à la question halal-haram, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette technologie? C'est comme Internet. Donc, la technologie, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait circuler dessus? Qu'est-ce que l'on échange dessus? Qu'est-ce que l'on diffuse dessus? Donc, voilà. Donc, la réponse ne peut pas être blanc ou noir. C'est pas halal-haram. C'est selon ce que tu vas faire avec. C'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme un couteau. Je te donne un couteau, tu peux faire. Ouais, tu cuisines, soit tu. Tu peux couper du beurre, tu peux couper du pain, tu peux tuer quelqu'un. Couper du beurre, couper du pain, c'est halal. Tuer quelqu'un, c'est haram. Donc, la technologie, c'est exactement pareil. La blockchain, c'est une techno. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait de cette technologie pour savoir si l'usage qu'on en fait est licite ou illicite. Et les crypto-monnaies, c'est la même chose. On ne peut pas répondre d'une façon générique. Les crypto-monnaies sont halal ou les crypto-monnaies sont haram. Ce n'est pas possible. Parce que chaque crypto-monnaie est différente d'une autre. Tout à fait. Donc, il faut regarder au cas par cas qu'est-ce que la crypto-monnaie elle propose et qu'est-ce qu'on peut en faire et est-ce que c'est licite ou pas licite. Il y a des crypto-monnaies dans plein de choses aujourd'hui, des choses du service financier. Parfois, ce n'est pas du service financier. Parfois, c'est du service financier. Donc là, il y a des risques justement de tomber dans des échanges, de faire des transactions dans lesquelles il peut y avoir du riba, etc. etc. Mais comme AAV, par exemple, ouais. Voilà, tu as des cryptos qui sont carrément dans autre chose. Et puis, enfin, dans le mot crypto-monnaie, là aussi, il y a deux mots en réalité. Il y a crypto, qui est la partie technologique, qui veut dire la cryptographie, c'est la sécurité. Et puis après, il y a le tiret monnaie. Et là, monnaie, tout le monde ne qualifie pas les crypto-monnaies de monnaie. Tout à fait. Et même d'un point de vue islamique, une monnaie, elle a des attributs. Et donc, pour l'instant, on ne qualifie pas vraiment les crypto-monnaies de monnaie. Ou alors peut-être une à la limite, le Bitcoin. Et encore, il y a débat dessus. Mais sinon, le reste, ce ne sont pas des crypto-monnaies. On dit que ce sont des crypto-actifs. Et donc, les autorités européennes, notamment françaises, ont donné une définition des crypto-actifs. Et donc, à partir du moment où on a une définition réglementaire des cryptos, et donc, d'un point de vue islamique, on va analyser cette chose-là vers le prisme de sa définition réglementaire. Ah, d'accord. Donc, c'est comme en fait, aujourd'hui, tu me dis, est-ce que je peux investir dans des actions? Qu'est-ce qu'une action? C'est un titre financier qui est défini par la réglementation en tant que tel, et donc qui est une part dans une société. Et ben, je vais regarder justement cette action, de quelle société il est question, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se comporte, etc. etc. Donc, il y a toute une grille d'analyse pour définir si c'est licite ou illicite. Ben, c'est la même chose pour la partie crypto. Donc, c'est un asset, c'est un actif. On dit, je mets des guillemets pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la finance. Et donc, les autorités disent que c'est un actif financier. Donc, ça reste un instrument financier sur lequel on peut effectivement investir. Par contre, les autorités disent, attention, il peut y avoir du risque dans cet actif financier. Et donc, quand tu investis dedans, tu peux gagner, effectivement, mais tu peux perdre. Tout à fait. Les autorités ont catégorisé les crypto-monnaies dans la case des crypto-actifs, et donc des actifs financiers dans lesquels on peut effectivement investir, mais ils attirent l'attention du consommateur, des investisseurs, sur les risques
qui sont inhérents à ces actifs-là pour dire faites attention parce que vous pouvez perdre votre argent. Et malheureusement, dans le monde des crypto-monnaies, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'arnaques que de projets. Sur les centaines de milliers, je pense maintenant, de crypto-monnaies qu'il y a sur le marché. Il y en a beaucoup qui sont des arnaques, ce qu'on appelle des scams. Et tout le monde peut créer une crypto-monnaie. Tu vas sur YouTube, il y a des tutos en 10 minutes à développer une crypto-monnaie. Et dès que tu as l'âme d'un développeur, sans forcément être quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en développement informatique, tu peux très vite développer une crypto et lancer un truc et dire coucou, j'ai lancé un truc révolutionnaire, communiquer sur Twitter et dans ce monde de la crypto. C'est parti. Sans coup de bol, allez hop, c'est parti. C'est ça. Et tu vas te créer ta communauté et il va y avoir de l'effervescence au début autour de ton projet. Ce qui est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune dans le monde des cryptos dont on ne sait même pas de qui il est question. On ne sait même pas il y a qui derrière, en fait. C'est des pseudonymes, c'est des pseudos, on ne sait même pas c'est qui derrière, et qui sont devenus des références dans le monde de la crypto. Moi-même, pendant ma formation sur la finance décentralisée et la blockchain, j'avais des enseignants. J'ai passé, je ne sais pas, 6 mois en immersion dans cet univers-là. Il y a des gars qui venaient et en fait, ils nous donnaient des heures et des heures de cours. C'était extrêmement intéressant. Je ne savais même pas comment la personne s'appelait. Son vrai nom, on ne le connaissait pas. Ah, carrément, même le prof. Son vrai nom, on le connaît tout. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle. Super. D'ailleurs, le Bitcoin, on ne sait pas qui c'est. Le Bitcoin, on parle de Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un groupe d'individus? Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est un robot? On ne sait pas. Une IA. Voilà, on a le droit à tout. C'est la CIA, c'est les Martiens. On ne sait pas qui c'est. Donc, et cet élément justement d'incertitude, d'aléa, est un élément majeur dans l'analyse d'un point de vue de la finance islamique. Plus il y a d'aléas, moins on va investir dans un projet. Parce que la finance islamique veut justement de la clarté, de la transparence et éliminer le maximum l'ambiguïté. Et donc, voilà, donc dans les cryptos, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de mystères. Et donc, pour pouvoir répondre à la question sur est-ce qu'une crypto est licite et non pas est-ce que les cryptos sont licites, généraliser. Donc, on va faire vraiment du cas par cas et on va regarder donc la technologie, qu'est-ce qu'elle propose comme service, qu'est-ce qu'elle offre. Et puis, on va également aujourd'hui regarder qui sont les gens derrière. C'est ça que je dis souvent, c'est l'analyse fondamentale obligatoire. En tant que musulman, déjà, tu es obligé de faire une analyse fondamentale. S'il n'y a personne derrière, et ça que je mets en garde contre ça, dès qu'il n'y a personne derrière, c'est un scam, tu risques de tout perdre en fait. Dès qu'il n'y a pas d'équipe derrière, il n'y a pas de nom. Bon, voilà. En fait, il y a toujours quelqu'un derrière, mais tant que tu ne sais pas qui c'est. Il ne se présente pas, ça c'est voilà. Voilà. Donc, il y a toute une analyse à faire. On regarde ce qu'on appelle le white paper. Après, parfois dans le white paper, il n'y a pas l'information sur les porteurs du projet. Moi, généralement, dès que je vois pas de nom, un nom et un prénom avec une tête, et des gens qui s'identifient, je suis très très prudent. Et puis après, je regarde ce qu'ils proposent. Donc là, il y a de tout après. Tu as des exchanges, il faut faire attention, il y a beaucoup de paris, de jeux de hasard, etc. aussi. Mais pour l'agent économique musulman, parce qu'il y a une réalité en fait. Et ça peut peut-être choquer l'audience, mais c'est pas grave, c'est une réalité, il faut la dire. Pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a eu beaucoup d'intérêt sur ce sujet-là? Enfin, aujourd'hui, depuis quelques années. Parce que les gens ont été attirés, il faut le dire, par le gain facile. Ah oui, bah oui. Par ce que l'on appelle la cupidité. Les gens ont vu autour d'eux des gens gagner beaucoup d'argent rapidement, facilement. Ils se sont dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des millions sur les cryptos, c'est vrai. Mais, et alors? L'argent économique musulman ne doit pas être attiré par la cupidité.
Et ça, c'est peut-être ça qui est important de souligner. Et c'est vrai pour tout, pas que pour les cryptos. Parce qu'il n'y a pas que sur les cryptos. Hein. Je pense que tu as peut-être déjà traité du trading sur l'or, du trading. Il y a plein de plateformes là, qui se développent pour faire du trading sur l'or, etc. On m'appelle tout le temps pour savoir si on a le droit ou on n'a pas le droit. Il y a plein d'autres pseudo-produits financiers, même prétendus halal, dans lesquels on fait croire aux gens qu'ils vont rentrer dans un programme de formation pour devenir riches en 24 heures. Et vous inquiétez pas, c'est halal, ça a été validé par des savants, etc., etc. Mais même si c'est validé par des savants, à partir du moment où tu es dans une IA, une intention de spéculation, tu te dis, allez, je vais mettre une petite pièce et je vais décrocher le gros lot. Ça, c'est ce qu'on appelle du pari. Pari, en arabe, c'est al-maysir. Et al-maysir fait partie des interdictions qui sont formulées telles quelles dans le Coran. Donc, il faut vraiment attirer l'attention de l'agent économique musulman sur ça. Attention à ne pas être attiré ou absorbé par l'appât du gain, par la cupidité. Je ne généralise pas, bien entendu. Hein. Il y a des gens qui se posent des bonnes questions, qui s'intéressent à la partie technologique. Et bien sûr, on a le droit de s'intéresser à comment gagner de l'argent. Ce n'est pas interdit de gagner de l'argent. Au contraire, l'islam, elle est décomplexée comme religion par rapport au gain, à l'argent. C'est extraordinaire de savoir que les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient riches, c'était des riches commerçants. Ils ont fait de l'argent en faisant du commerce et ils étaient complètement détachés par rapport à cette richesse qu'Allah leur a donnée. Parce qu'ils avaient compris que la richesse qu'Allah nous donne, c'est avant tout une responsabilité. Et d'ailleurs, le jour du jugement, le riche, il va passer beaucoup plus de temps comment dirais-je, pendant le jugement par rapport au pauvre. Parce que le prophète nous a dit que le jour du jugement, dans un hadith dont le sens est on n'avancera pas d'un pas, le serviteur n'avancera pas d'un pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur plusieurs choses, sa jeunesse, sa vie, etc., mais également sa richesse, comment il l'a acquise et comment il l'a dépensée. Alors, alhamdoulilah, le pauvre, il n'a pas à répondre à ces questions, donc le jugement pour lui va être rapide. Le riche, lui, il va passer du temps devant Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre sur comment il a acquis cette richesse et comment il l'a dépensée. Et donc, si notre objectif en tant qu'agent économique musulman, c'est simplement de devenir riche, c'est ça la finalité de notre vie, en fait, on s'est trompé sur la définition du bonheur. Tout à fait, ouais. Le bonheur pour l'agent économique musulman, il n'est pas sur l'accumulation de la richesse. Non. La richesse est un bienfait. Elle est également une responsabilité. Elle est également une épreuve, une fitna. Tout à fait, ah oui. Et donc, il faut vraiment être conscient de ça. À partir du moment où on est conscient de ça, alhamdoulilah, quand on approche un sujet, un projet d'investissement, d'acquisition, peu importe, eh bien, on garde dans notre application d'investisseurs musulmans le fait que, comment dirais-je, l'agent économique musulman, en fait, il regarde le temps à travers 4 dimensions. Et l'agent économique non musulman ou celui qui n'a aucune préoccupation religieuse, il regarde l'investissement à travers 3 dimensions. C'est court terme, moyen terme, long terme. Ça, tout le monde connaît ça. Court terme, moyen terme, long terme. On se projette tous sur ces 3 dimensions. Mais l'agent économique musulman, lui, il a une 4e dimension. C'est laquelle la 4e dimension? C'est le fait que pour lui, la mort, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle histoire. C'est le début de l'éternité. Et donc, tout ce qu'il fait sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, eh bien, il va être influencé par la 4e dimension, c'est celle de la vie après la mort. Tout à fait. Tous tes choix d'aujourd'hui, là, eh bien, tu dois les penser à travers le prisme de OK, quand je vais rencontrer Allah, qu'est-ce que je vais lui présenter? OK, j'ai un compte en banque qui est blindé, pas de problème. Allah, il ne te dit pas, attention, il limite ne pas dépasser. Non. Par contre, il va te dire, qu'as-tu fait? Comment as-tu fait pour remplir ce compte en banque? Tout à fait. Et est-ce que ce compte en banque aussi, quand c'est rentré dedans, est-ce que c'est également sorti?
Et est-ce que c'est sorti vers les bonnes personnes? La zakat, le sadaqa, ta responsabilité en tant que père de famille, tout ça, ça fait partie Tout à fait. C'est rapport un avec. outil, hein, c'est un outil après l'argent. C'est vrai que c'est un outil qui peut permettre de faire beaucoup de choses aussi, beaucoup de bien autour de soi. Et, je trouve que c'est une cause noble aussi d'avoir de l'argent pour pouvoir faire avancer certaines choses et faire des sadakas, je sais pas, faire des écoles, des mosquées, des hôpitaux, j'en sais rien. Toutes sortes de choses comme ça, quoi. C'est vrai que moi, personnellement, je vois ça plus comme ça, comme un outil. Bon, tu as raison, il faut prendre bien soin de cet outil-là, comment tu le gagnes, comment tu le dépenses. Mais ça te permet de. C'est une opportunité, quoi. Donc, qu'il faut pas négliger. Et voilà, moi, je vois ça comme ça, quoi. Oui, bah, en fait, l'argent, c'est un bien. C'est un bien. Et dans les finalités de la charia, un maqasid sharia, il y a 5 choses. Ça a été théorisé par l'imam Shatibi qui dit qu'il faut préserver. Il faut préserver la vie, Mhm. préserver la religion, préserver la raison, l'aql, Mhm. préserver la descendance, la famille, Mhm. et également préserver les biens. Donc, préserver les biens, ça fait partie des finalités de la charia. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème à accumuler, à chercher la richesse. Par contre, il ne faut pas que cette richesse te fasse oublier Ah, bien sûr. d'autres choses extrêmement importantes. Il y a plein de versets dans le Coran sur ce sens-là. Hein. Al-mal wal banoun zinatul hayati dunya. L'argent et les enfants font partie des biens de ce bas monde. Mais al-baqiyatu salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Mais le baqiyatu salihat, c'est-à-dire le rappel de Dieu est meilleur pour toi. Dans un autre verset, il nous dit Allah innama amwalukum wa awladukum fitna. Votre argent, vos enfants sont une fitna, c'est-à-dire une épreuve. Mhm. Et donc, comment tu vas l'acquérir, comment tu vas le dépenser, comment tu vas éduquer tes enfants. Et cette notion de bien chez nous, elle n'est pas que le matériel. C'est plein de choses. Ouais. La santé est un bien. La science, la connaissance est un bien. Tout à fait. Et donc, ta santé, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais en bonne santé? Il y a un hadith du prophète qui dit Ça, c'est là. sallallahu alayhi wa sallam, exploite 5 choses avant 5 autres. Et dans ces 5 choses, eh ben justement, il te dit exploite bien ta richesse avant ta pauvreté. Exploite bien ta bonne santé avant ta maladie. Exactement. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Ouais. Ton temps libre avant ton occupation. Tu vois, alhamdoulilah, on a une religion tellement magnifique que quand on se penche sur tout ce que l'on fait à travers le prisme de la religion, eh bien, alhamdoulilah, on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver le juste équilibre et pour surmonter également des épreuves difficiles de la vie. Et voilà, donc pour en revenir au sujet des cryptos, donc, Mhm. attention à ne pas être attiré par la cupidité, par la recherche du gain facile, et regarder ça comme une opportunité d'investissement comme une autre. Alhamdulillah, si elle te permet de gagner beaucoup ou peu importe, alhamdulillah, mais ne sois pas attiré que par ça exclusivement, que par le gain exclusif. Regarde la qualité du projet et tout ce qu'il peut apporter également à ton environnement, à la société d'une façon plus globale avec un grand S, hein, société. Est-ce que ce Mhm. sujet dans lequel tu investis, que tu soutiens finalement, parce qu'en achetant une crypto-monnaie, un crypto, tu es en train de soutenir un projet. Derrière, voilà, il faut également regarder la valeur apportée à la société par tel projet. Donc, il y a toute une dimension également qualitative qu'il faut regarder avant de se lancer sur tel ou tel projet de crypto. Ok, Barakallah, c'est super. Franchement, Barakallah, c'est très complet. Excuse-moi, je déborde un peu parfois parce que c'est un sujet Non, qui mais et je vois que le temps à passe. qui dis-tu? Hein? À qui le dis-tu? Bon, alhamdoulilah. C'est un sujet qui est tellement, tellement passionnant. C'est vrai que c'est quelque chose de jeune et donc, bon, ben, quand on aime ça, ben, on aime ça, quoi. Donc, c'est. Je veux juste que tu abordes un petit peu. Dans les crypto-monnaies, je sais qu'il y a plusieurs choses. Je sais qu'il y a il y a le farming, il y a du staking. Et quel type d'investissement dans les crypto-monnaies, si tu peux nous dire rapidement, grosso modo, qui sont autorisés ou qui sont interdits? Bah, en fait, je reviens toujours à la même chose. Qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire? Mhm. Alors, j'ai plus la définition de de tout ce que proposent les protocoles. Mhm. Non, puis en plus, ce serait trop long de les passer. Mais par exemple, quand on parle de staking, le staking, c'est, de ce que j'en avais compris, alors ça a peut-être évolué entre-temps,
c'est une manière d'immobiliser de la crypto-monnaie pour apporter plus de sécurité au réseau. Parce que dans le réseau blockchain, donc dans les réseaux des crypto-monnaies, il y a plusieurs manières de sécuriser le réseau, que ce soit par par différents protocoles, le staking ou comment on appelle ça, le Proof of Work, le POW ou POS. Proof of Staking, Proof of Work. Enfin, maintenant, je suis certain qu'il y en a plusieurs, ouais. Il y en a plusieurs. On va dire les deux premiers qui étaient les piliers de la sécurité. Donc, c'était soit par le mining, par le fait que l'ordinateur qui va sécuriser la transaction, il doit avoir une puissance de calcul tellement grande qu'il va sécuriser l'opération, mais également rapidement. Mais malgré tout, tu vois, aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin, ça met encore, je crois, 10 minutes ou je ne sais plus combien, mais c'est toujours plus long que le staking. Donc, par exemple, Ethereum, qui lui est sur ce protocole-là. Donc, le staking, c'est pour apporter de la sécurité au réseau. Et donc, là aussi, tu dois regarder à quel réseau tu es en train de contribuer. Tout à fait. À quelle transaction tu es en train de participer. Est-ce que ton staking, tu es en train de le faire sur des jeux, genre je dis n'importe quoi, moi, ou des sites pornographiques sur lesquels il y a de la crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a des jeux de hasard? Est-ce qu'il y a du prêt à riba ou à intérêt? Donc, tu vois, encore une fois, analyse de qu'est-ce qu'il y a dans la technologie, qu'est-ce qu'il circule sur la technologie. Donc, on ne peut pas dire le staking, c'est halal, le staking, c'est haram. Pas de réponse générique. C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le protocole sur lequel tu es en train de faire du staking, il est en train de faire? Okay. Et puis après, la rémunération, justement, qui sort de là, à quoi elle correspond? Alors, le staking, souvent, on dit oui, c'est de l'intérêt, mais pas forcément de l'intérêt, au sens riba du terme, parce que l'intérêt, le riba, il a une définition. Le riba, il en existe deux formes principales. Le riba du prêt et le riba qu'on trouve dans des échanges de type vente, mais de vente de certains éléments, de l'or, l'argent, le blé, les dattes, etc. etc. Donc ça, c'est le riba al-fadl. Et on a le riba du prêt, le riba qu'on appelle également riba al-nasi'a, ou on l'appelle également riba al-Qur'an. C'est je te prête à condition que tu me rendes plus que ce que je t'ai prêté. Donc si le protocole de staking permet vraiment finalement de prêter mon argent et que mon argent, on me le rende avec plus que ce que j'ai prêté, là, il y a un risque de riba. Mais par contre, si ma crypto, elle est juste stakée, elle est juste immobilisée, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas d'une main à une autre, donc en fait, il n'y a pas eu de prêt. Tout à fait. J'ai juste immobilisé mon argent sur mon propre ledger, ma propre techno à moi. Et donc là, j'ai apporté de la sécurité. Et donc, je suis rémunéré pour ça. Donc là, on n'est pas dans une forme de riba. On est plutôt dans une rémunération pour un service donné. Donc, il faut vraiment, encore une fois, regarder au détail qu'est-ce qu'on est en train de faire pour savoir si on est dans une transaction licite ou illicite. Tout à fait. Ça peut décevoir ton audience parce qu'ils s'attendent à des réponses binaires. Oui, c'est halal. Tu as tout à fait raison. C'est clair, il y a des protocoles que tu vas stacker dessus et la crypto en elle-même n'est pas halal. Donc, si tu stakes dessus, forcément, bah oui, dans tes réponses, elles sont très justes. Il y a des protocoles tu vas aller sur de l'Ethereum, je dirais voilà, tu diras sur AAV, je dirais voilà. Tu vois, c'est deux choses différentes. C'est ça, exactement. Bah, il y en a, ils sont connus pour il y a des plateformes connues parce qu'elles font que du prêt. Il y a des plateformes connues parce qu'elles font du dépôt rémunéré aussi. Et donc, c'est du dépôt rémunéré. C'est pareil parce qu'en fait, toi, à la base, tu as de l'argent que tu convertis en crypto. Et ta crypto, elle est ensuite utilisée. Et toi, tu la récupères en argent. Donc, derrière, il y a un risque que tu as contribué à une transaction dans laquelle… Oui, la liquidité, tout ça, le farming, et tout ça, il y a le farming, il y a tout ce genre de choses là qui sont claires. Moi, d'après l'analyse, d'après ce que j'ai vu, hein, le seul truc qui reste, il y a plusieurs formes de staking, mais parce que maintenant, il y a des crypto-monnaies qui sont certifiées halal, qui sortent, etc. Donc, c'est une forme de. Je ne me connais pas trop, mais j'ai entendu, si je dis bien un Joala, je ne sais pas si c'est soit le principe. C'est ça, c'est une forme de rémunération pour un service. Ah, ça veut dire ça, en fait. Okay. Une forme de rémunération, je vais dire n'importe quoi, moi, c'est comme. Voter non, par exemple, les frais bancaires.
Quand tu laisses ton argent à la banque, les frais de tenue de compte, etc., ça, c'est des commissions pour rémunération, pour services rendus. Enfin, attention, et même là, il y a des commissions halal et des commissions pas halal. Tu vois? Donc, dans les banques islamiques, on va regarder avec beaucoup de détails toutes les commissions qui vont être prélevées par la banque. Et donc, voilà, dans les cryptos, c'est pareil. On va regarder exactement à quoi correspond telle rémunération qu'on te donne. Et en fait, est-ce que derrière, elle est liée au fait qu'on a juste pris ton argent, on l'a converti en crypto pour le prêter à d'autres? Oui, là, il y a un risque de riba pur. Mais par contre, si on t'a juste dit non, ton argent, tu le convertis dans une technologie qui permet d'apporter de la sécurité, mais ton argent reste chez toi, il ne circule pas chez quelqu'un d'autre, et plus tu en mets, plus ça permet de sécuriser, et non pas plus ça permet de prêter pour enrichir. Ouais, tout à fait. Pareil. Ouais. Donc, ouais, tu vois, c'est vraiment, encore une fois, C'est bien fait, c'est vrai que tu as raison ce que tu dis, parce que c'est vrai que dernièrement, ben, je vais le dire parce que c'est important, parce que Binance, c'est là-dessus, ils ont changé les choses. Ça passe par un pôle de liquidité d'abord, et c'est stacké main, tu vois, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est ça ça. que. C'est ça. Et dans le monde de la crypto-monnaie, on utilise des mots, en fait, comme ça, oui, on va te donner des intérêts, des intérêts, des intérêts. Mais parfois, ces intérêts ne sont pas vraiment du riba. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder. Le mot intérêt n'est pas synonyme automatiquement de riba. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est important de le préciser, même parfois comment dirais-je, dans les frais bancaires, il peut y avoir dans ton relevé de compte un truc qui s'est marqué intérêt, mais ce n'est pas forcément du riba. Ça peut être une commission que la banque a décidé ou dans son système informatique, ça s'appelle comme ça, mais ce n'est pas lié à du riba. Donc, il faut faire très attention à ne pas confondre systématiquement intérêt avec riba, mais attention, il y a de fortes chances que les intérêts soient du riba. Donc, encore une fois, Non, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ta façon de voir les choses, et c'est exactement ça. Alors, rapidement, bon, enfin, on va pas faire un grand débat dessus, mais le trading de crypto-monnaie, halal ou haram? Bah, encore une fois, à partir du moment où on trade des cryptos halal, donc c'est halal. Et également, il faut faire attention à ne pas être dans une intention de spéculation. Et donc, en fait, le trading, d'une façon générale, que ce soit dans les cryptos ou ailleurs, si tu es dans une intention de spéculateur, de joueur, de parieur, comme si tu étais dans un casino, allez, tu espères mettre un petit billet de 10 euros ou allez, un demi-bitcoin, c'est quand même 20 000 euros, et tu espères dans la demi-heure faire jackpot, t'espères. Là, tu es dans une NIA vraiment de pur pari. Donc là, tu dois revoir ta NIA. Par contre, tu investis, tu t'intéresses à une crypto pour la partie technologique. Tu as fait des analyses préalables, tu as regardé un petit peu dans quoi tu mets ton argent, etc. Tu as fait de l'analyse financière, de l'analyse fondamentale. Tu n'es plus dans une logique purement de pari, juste parce que tu as vu un tweet. Ah, Foulen, il a dit mettez de l'argent, et toi tu as dit ah ouais, il a dit j'y vais. Ça, c'est du pari, ça. Tout à fait, on est d'accord. Ah, ça c'est bien précisé parce que c'est ça qui arrive souvent. C'est ça que je dis toujours, si tu n'as pas fait d'analyse fondamentale, tu es dans du pari, tu vois la crypto, tu y vas sans connaître c'est quoi la crypto. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça se manifesterait comment? Je vais donner un exemple. Samuel Verdon, dans sa chaîne, a fait une analyse de crypto. Il a fait une vidéo de 30 minutes. Il a mis un titre, Crypto XYZ halal. Et là, toi, tu as juste vu ça. Tu as juste vu ça. Quoi. Tu dis, ah ouais, Samuel, il a dit c'est halal, j'y vais. Mais non, mais attends, est-ce que tu as au moins écouté la vidéo de 30 minutes dans laquelle il explique? Peut-être que finalement, à la fin, il est en train de dire non, elle n'est pas halal, mais juste, il a mis un titre accrocheur pour que toi, tu regardes la vidéo, mais toi, tu ne l'as pas regardée. Et en plus de ça, tu es en train de dire que Samuel Verdon a dit que la crypto était halal. Mais non, il n'a jamais dit que c'était halal. Si tu avais écouté la vidéo de 30 minutes, il disait peut-être le contraire. Tu vois? Donc, tu vois, le comportement qui existe. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Et alors qu'en réalité, non, il faut écouter, regarder. Ah, ok, donc Samuel, il a dit, ok, bon, je vais regarder de plus près, effectivement. Et là, je vais peut-être aller chercher d'autres informations que Samuel n'a pas, et je vais investir. Et donc là, mon approche dans le trading, elle est différente. Donc le trading, c'est acheter pour revendre aussi. Et donc ça, en soi, c'est pas haram. C'est comment je rentre dans cette transaction, avec quelle intention, et derrière, sinon le trading, hein, quand je vais au commerce, quand je vais au marché pour vendre des pommes et des bananes, je fais du trading en fait.
Tout à fait, tout à fait. Je les achète chez le premier vendeur à l'entrée du marché, je les achète à 10. Et en sortant du marché, je les revends à 12. Mais attention les petits malins, parce qu'il y a des petits malins qui écoutent aussi. Alors, c'est important. Pas les futurs, hein, pas les CFD, les trucs comme ça, parce qu'il y a des petits malins. Tout ça, ce sont des produits, tout ça, ce sont des produits financiers, qu'on appelle les produits dérivés, encore une fois. C'est à partir du moment où on propose un produit financier, tu appelles ça comme tu veux, futur, CDS, CFD, obligations, actions, crypto, options, varants, tous ces trucs-là, tout ce jargon-là, là. Déjà, il y en a beaucoup, effectivement, c'est des produits dérivés. Entre parenthèses, les fameux produits dérivés qui ont conduit les marchés financiers à leur dérive. Fin de la parenthèse. Voilà, tout ce qu'on a connu avec les subprimes et tout ça. Hein, tout ça, c'est aujourd'hui, même les non-musulmans disent attention, attention, attention. Dans le monde de la finance, il y a beaucoup de produits toxiques. Tout à fait. Ok. Et donc ces produits toxiques, c'est pas les musulmans qui les définissent comme ça aujourd'hui. Ce sont les autorités qui disent attention. Le monde de la bourse et à plus forte raison le monde des cryptos est devenu un grand casino. Tout à fait. Les gens jouent. Les gens misent. Les gens jouent avec l'argent des autres. Les gens empruntent carrément pour trader aussi. Oui, mais le trader qui est dans une salle de marché, dans une grande banque, c'est pas son argent à lui qui met, c'est le tien. C'est le tien qui met, c'est le mien. Et le jour où il a tout perdu, lui, il s'en fiche, il a touché sa prime à la fin du mois. Mais toi, l'argent que tu as mis sur ce produit-là, il a disparu. Il ne te reste plus que tes yeux pour pleurer. Quand bien même, c'est halal. Le pire, c'est quand bien même ce produit était halal. Tu vois. Donc, il ne faut pas confondre. Ça, c'est un élément extrêmement important, pardon. Même si une crypto, elle est halal, ça ne veut pas dire qu'elle est performante. Ça ne veut pas dire qu'elle rapporte. Halal n'est pas synonyme de gain. Ça, c'est important de le dire. Parce que tu peux avoir un investissement halal, mais qui te fait perdre ton argent aussi. C'est pour ça que les savants, ils sont très, très prudents sur le sujet des cryptos. Ils ne sont pas en train de dire c'est haram. Ils disent pour l'instant, on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de. Ça va trop vite. C'est de la technologie qui va trop vite. Il y a beaucoup de risques pour l'argent des musulmans. Donc, il vaut mieux éviter. C'est plus dans une optique de protection, justement, hifd al-mal, protection des biens des musulmans, que les savants au début ils ont dit pour l'instant, ça c'est. On n'en sait pas trop, vaut mieux éviter. Là, ils ne disaient pas c'est haram, ils disaient il vaut mieux éviter. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Parce qu'en réalité, à la base, le principe de base dans la finance, c'est la permission. Tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Tout à fait. L'aslu fil ashya, c'est l'ibaha, c'est la permission. Mais parfois, les savants disent on ne sait pas il y a quoi derrière, donc je ne peux pas te dire si c'est halal ou haram, je ne sais pas. Donc, par contre, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de risques. Donc, je te conseille, nasiha, c'est d'éviter. Parce que oui, c'est vrai, parce que les gens contents, tu dis ça, s'ils disent directement à l'unanimité que c'est halal, il y aurait un grand mal, parce que beaucoup de gens, la cupidité, on vient dessus, qui vont dans les marchés et qui vont spéculer à mort parce qu'ils peuvent faire de l'argent facile. Et ça, c'est le danger. Et si quelqu'un est dans le marché sans formation, sans rien connaître, et sans compter les arnaques, qui font son réel fluo, oui, ben, ils ont bien raison de mettre en garde par rapport à ça, bien sûr. C'est ça. Donc, le trading reste halal, à condition de savoir dans quoi je trade, et également à condition de ne pas être dans une logique de trading spéculatif. On spot, hein. C'est important, on spot parce que. Et pas, on ne shorte pas le marché, bien sûr, ouais. Ah voilà, tout ça, ce sont des termes que tu es en train d'utiliser. On n'arrive pas à la baisse. Voilà. Shorter, etc. Ça, c'est des trucs vraiment de spéculateurs. Et très souvent, en plus, on short avec des produits ribaoui, donc c'est encore à éviter. C'est ça que j'ai eu une petite. Parce que quand on va parler de ça, il y a certains petits malins, ils vont écouter que cette partie, tu vois. Non, bah, c'est pas, je ne dirais pas que c'est des petits malins, mais bon, ils ont compris comment fonctionnaient certaines parties des marchés financiers. C'est bien de comprendre comment ça marche. Maintenant, est-ce que toi, en tant qu'agent économique musulman, tu dois reproduire ce que font les autres, comme ça, bêtement et sans réfléchir? Non, tu as une responsabilité, encore une fois. Donc, attention à ce que l'on est en train de faire. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire que tout est à jeter à la poubelle, non. Mais par contre, il faut être prudent et surtout garder à l'esprit qu'en tant que musulman, on a d'autres objectifs, en fait. Et le gain, c'est un objectif,
Mais il doit toujours être accompagné par le fait que cet objectif ne peut être satisfait qu'à travers le prisme de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as tout dit, machallah. Voilà. Je pense que cette phrase, elle résume tout. Vas-y, fonce, mais c'est pas grave. Mets-toi l'objectif d'abord premier de satisfaire Allah. Ok. Ouais. Et Après, ça va être ta meilleure protection, c'est celle-là. Donc, pose-toi les bonnes questions, recherche et ne te précipite pas. Et puis, après, qu'Allah te facilite, si ta nia, elle était de le satisfaire, tu ne seras jamais déçu, quand bien même ton projet n'aboutit pas. Exactement. Parce que Allah, il a décidé autre chose pour toi, et ça aussi, ça fait partie de. Voilà, c'est le temps cool, finalement. On revient toujours à la même chose. Hein. Dans ta relation avec ton créateur, dans ton rapport avec l'argent, quand tu le mets au milieu, alhamdoulilah, tu gagnes, tu dis alhamdoulilah, tu perds, tu dis alhamdoulilah. Tu es détaché, tu es complètement détaché. Et quand tu gagnes, n'oublie pas que tu as des obligations, la zakat. Ça tombe bien, tu as abordé la question suivante. Je t'ai tendu la perche parce que je vois le temps passer. La zakat, donc il ne faut pas négliger ce pilier de la religion. C'est un pilier, la zakat. Alors, la zakat et les cryptos, du coup, alors? C'est comme tous les autres supports d'investissement. Tout dépend dans quoi tu as investi. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du staking. Le staking, si finalement on considère que tu as loué, c'est une forme de location, tu vois, donc tu as des cryptos pour les mettre en location, bah, tu ne vas pas payer la zakat sur le capital mis en location, mais uniquement sur le revenu locatif. D'accord. Tu vois, il y a un avis là-dessus. Voilà, donc, encore une fois, tout dépend ce que tu es en train de faire. Mais d'une manière générale, bien sûr, ton argent, tu dois l'intégrer dans ton calcul de la zakat. Et par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de solution à ma connaissance, de prêt de crypto halal. De prêt? Ouais. Pas encore, non, pas encore. Ouais, bon, si je vais trouver. Mais ça va arriver bientôt, je pense, avec certains projets. Ça se développe. Hein, je n'ai pas fait une analyse des cryptos récentes. Ouais, il y en a certains qui ont aussi prévu dans la feuille de route, comme il y a Marbagify, dernièrement Islamic Coin. Ces deux projets-là, en tout cas, ils prévoient de faire ça, en tout cas. Par exemple, si tu as prêté ton argent, tu ne le rentres pas dans ton calcul de la zakat. Parce qu'il est sorti de ta propriété, tu ne l'as pas. Tu vois. Donc là, il y a toutes les règles applicables à l'argent et aux supports d'investissement. Il va falloir regarder en détail qu'est-ce que tu as fait, enfin, qu'est-ce que ta crypto elle fait pour pouvoir répondre à ce que c'est zakatable ou pas zakatable. Je vais entendre citer ça. Voilà. Alors, deux dernières questions que je pose souvent aux invités. Si tu as 3 livres qui t'ont marqué, enfin, si tu avais 3 livres qui t'ont marqué, que tu voudrais offrir à quelqu'un, quels seraient-ils? 3 livres. J'ai ma bibliothèque juste à côté, là. En ce moment, je suis à fond, justement, dans la lecture de ça. Voilà, j'en ai acheté un. Celui-là, il n'est pas trop technique, mais il répond à beaucoup, beaucoup de questions. C'est la zakat, finalité, prescription, perspective future de Mustapha Kastit, qui est un cheikh belge. Ça, je vais le mettre, Mustapha Kastit, d'accord? Qui est très, très au fait, justement, parce qu'il vit en Europe, en Belgique, donc il connaît un petit peu toutes les préoccupations. Il répond à beaucoup, beaucoup de questions là-dedans. Il traite justement le sujet des cryptos. Je ne vais pas vous donner les réponses, je vous laisse le lire. Un autre un peu plus poussé, beaucoup plus gros, mais qui pousse pour vraiment. Là, celui-là, je l'ai reçu il y a 10 jours, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait partie des futures lectures, enfin des lectures du moment. C'est vraiment parce qu'on a rebondi sur la zakat tout à l'heure. Sinon, comme autre livre que je pourrais recommander, attends. Alors ouais, tiens, des livres qui m'ont. Un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est celui-ci qui n'a rien à voir avec la finance. D'accord, ouais. Le chemin de la Mecque. Le chemin de la Mecque de Mohamed Assad, mais son vrai nom c'est Léopold Weiss, qui est un Européen juif converti à l'islam, qui a été le premier à avoir un passeport pakistanais. Il a participé à la création de l'État du Pakistan. Il en est devenu l'ambassadeur. Vraiment, c'est un journaliste à la base. Vraiment, livre
parcours extraordinaire que je peux recommander. Ok, Mohamed Assad, je vais le mettre. Le chemin de la Mecque aux éditions Fayard, Ok. Mohamed Assad. Et puis, quoi d'autre comme livre bon, il y a deux livres que j'aime bien. Deux livres que j'aime bien pour faire le lien avec le monde de l'économie, le monde de la finance. Encore un Mohamed, mais Mohamed Younous, qui a été prix Nobel de la paix. Mohamed Younous. Ouais, vers un nouveau capitalisme. Il a écrit deux bouquins super intéressants. En fait, il parle un peu de son parcours. Le deuxième, le premier que j'avais lu, c'était celui-ci, Vers un monde sans pauvreté. Ah, bien. Mohamed Younous, il a une histoire intéressante parce qu'il a fait des études en université et tout ça. Il est d'origine, il est du Bangladesh. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était devant son ordinateur, devant des fichiers Excel, de la théorie. Et puis, il s'est dit non, mais c'est pas comme ça que je vais arriver à sortir les gens de la pauvreté. Il est parti au Bangladesh et il a prêté de l'argent à une femme. Il lui a prêté, je crois à l'époque, 20 $ ou 27 $. Et cette femme, elle en a fait une activité. Donc, ce peu d'argent, finalement, a permis à cette femme de travailler et de gagner de l'argent. Et puis après, il a créé un modèle. Bon, il est discutable d'un point de vue halalité, son modèle, mais il a lancé la Grameen Bank. Grameen Bank est devenue une banque spécialisée dans le microcrédit. D'accord, ok. Donc, il a lancé un système de microcrédit qui est ribaoui, mais dont le modèle est discutable, en tout cas est discuté par certains savants, parce qu'il permet effectivement de prêter de l'argent avec des taux, mais il y a toute une logique derrière de groupe, et le fait que s'ils ne remboursent pas, ils ne sont pas poursuivis, etc., etc., une notion de responsabilité, de sensibilisation, de solidarité, permettre aux gens d'être responsables par rapport à l'argent qu'ils empruntent, et à rembourser et à honorer leur remboursement. Et en même temps, cet argent, il emprunte pour créer de l'activité génératrice de revenus. D'accord, je vois le principe de base. Après, ouais, sur le plan purement théorique, c'est un modèle ribaoui. Maintenant, c'est un modèle basé sur l'intérêt, donc pas halal. Mais on pourrait l'analyser un peu plus en détail, c'est le travail des savants. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le concept, les objectifs recherchés. Et vers un nouveau capitalisme, ça, c'est un modèle d'investissement où il dit en gros, le capitalisme ne doit pas être uniquement pour gagner de l'argent, engranger les dividendes et encore des dividendes, mais c'est bien aussi de temps en temps de laisser les dividendes et de les réinvestir et de les laisser en espèce de réinvestissement permanent. D'accord, ouais. Créer de la valeur pour créer de la richesse et que cette richesse, elle ne va pas toujours dans les poches des mêmes personnes. Ouais, oui. Grosso modo, c'est ça. Mais bien sûr, le livre, il va beaucoup plus loin, mais il parle de ce qu'il appelle le social business. On y est plein dedans. Du coup, ensuite, voilà. Donc, si tu avais une chose importante à dire à l'audience, une citation qui t'a marqué. Une citation? Ou quelque chose qui vient de toi, je sais pas, peu importe. Hein. Alors, ouais, peut-être pour être en phase avec ce que tu fais, c'est très bien. C'est-à-dire, toi, tu es dans une logique de sensibilisation. Mais c'est bien de ne pas rester simplement des consommateurs de l'information, mais de devenir des consomme-acteurs. Voilà, des consomme-acteurs. Soyons des agents économiques en tant que musulmans, soyons des consomme-acteurs responsables, et voilà, avec l'objectif toujours de rechercher la satisfaction dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, devenons et ne restons pas simplement des consommateurs de l'information, mais soyons des consomme-acteurs et faisons bon usage de l'information que l'on absorbe pour en faire un usage utile. Et peut-être plus intéressant que ma propre parole, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les meilleurs d'entre vous sont également les plus utiles aux autres. Et donc, pour faire le lien, alors c'est pas l'interprétation du hadith, hein, mais on pourrait en faire une interprétation. Eh bien, quand on investit, on peut être utile aux autres. Et donc, garder utile aux autres, c'est-à-dire à la société. Donc, être responsable par rapport à son investissement. Donc, regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire pour faire un peu le lien avec tout ce qu'on a dit. Voilà, en étant responsable de tout ce qu'on fait.
en étant en même temps utile aux autres et pas en recherchant que l'utilité pour soi-même, même si en soi, c'est pas haram, bien sûr, hein, mais c'est bien de Tu as raison, c'est vrai que tu as raison. Franchement, j'aurais pas dit mieux parce que c'est souvent ça aux gens. Les gens sont en peur des tracteurs. On consomme beaucoup, mais au bout d'un moment, on a besoin de se lancer aussi. Il faut se lancer. Et malheureusement, dans le domaine de la finance, je vois sur YouTube, il n'y a pas grand monde qui en parle. Et où il faut chercher. Mais quand tu vois la finance conventionnelle, beaucoup de gens parlent de ça. Et nous, on devrait s'intéresser à ça pour que demain, l'information circule, quoi. Donc, je me sens un peu seul dans ces trucs-là. Et voilà, faut pas avoir peur de se lancer, d'apprendre des autres et de, voilà. Il y a de l'information sur Internet, il y a de l'information, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous former, etc., etc. Il y a de l'information sur la finance islamique, au moins pour une base, quoi. Donc, il y a des écoles, il y a plein de choses. Donc, et d'ailleurs, si je propose des services par rapport à ça, je sais qu'à l'IFAS, au moment où je m'intéressais à l'IFAS, je ne sais pas s'il y avait des cours dessus, je ne sais plus. Nous, on fait une formation effectivement en finance islamique, hein, pas sur les cryptos, mais on a une formation en finance islamique qui est en ligne. Donc, les gens peuvent aller voir sur formation.ifas.com. Mais tu me passeras pour ça et je mettrai dans les commentaires épinglés dans la description. Parce que ça peut être important. Il faut que les gens vous y allez parce que à partir de là, vous comprendrez les choses et à partir de là, les choses vont se développer. C'est très, très important de comprendre notre finance et d'investir parce que là, l'argent de beaucoup de personnes dort sur l'oreiller et on vous rappelle que l'inflation, ça mange votre argent. D'accord? Donc, à 6% dernièrement pratiquement, vous avez 100 000 euros de planqué, ça fait une sacrée somme. Donc, une très, très grosse somme d'ailleurs. Ouais. Donc, 100 000 euros, c'est 6 000 euros. C'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. À 6%. C'est ça, ouais. Ouais, donc, voilà, gratuitement comme ça. Donc, voilà. La raison, donc, consomme acteur. Voilà. Arrive à clore pour ton temps et c'est très instructif, franchement. Alaïcha Fekhoya aussi, c'est important, la santé. Amin. Et Marba, tu reviens quand tu veux et si tu veux parler de finance, avec grand plaisir. Donc, et à très bientôt, mon cœur.